près. Mais qu'est-il arrivé à Phil et Jake après? Et à la princesse Chewing-Gum? Eh bien, voyez-vous, ils ont continué à vivre leur vie. Merci d'avoir rendu visite au roi de Wu. Au revoir. You are alone, child. Before there was time, before there was anything, there was nothing. And before there was nothing, there were monsters. Pourquoi tu m'as pas attendu? Regardez notre valeureux agent K. Il a l'air troublé. Je dirais même secoué par un songe pour le moins étrange. Et savez-vous qui faisait souvent de mauvais rêves? Finn, le petit humain. Petit de par sa taille, mais grand par ses actes. Un héros qui aura combattu le mal jusqu'à la racine. Le roi des glaces, la liche, ou encore Golb, le seigneur du chaos. Des êtres que nous avons nous-mêmes combattus afin de rectifier l'anomalie. À présent, il est temps pour nous de vous raconter l'histoire de Wu. À travers cet iceberg, nous vous dévoilerons tous les secrets de ce monde. Mais avant de plonger dans les profondeurs, il va falloir vous initier à l'héroïsme et la vertu. Sortez vos épées, prenez votre sac à dos, car le temps est venu de partir à l'aventure. Avant de devenir un héros digne de ce nom, il y a des règles à comprendre et des prérequis à avoir. Tout d'abord, il nous faut comprendre comment fonctionne ce monde. Pour cela, nous nous sommes rendus sur les terres de Wu, plus précisément dans la grande bibliothèque. Là-bas, nous avons trouvé l'Enchiridion ainsi que l'encyclopédie du monde d'Adventure Time. C'est en analysant la série ainsi que ses livres que nous avons pu réaliser cet iceberg et comprendre le monde de Finn et tous ses secrets. Il est dit que par-delà notre dimension, il existe une dimension magique contenant un multivers. Ce multivers est habité par de nombreux mondes et c'est dans l'un d'entre eux que se déroule notre histoire. Mais prenez garde, car cet endroit ne respecte pas les mêmes principes physiques que nous. En effet, toute forme de vie naît et dépend des 4 éléments primordiaux. Le feu, la glace, le slime et le sucre. Ainsi qu'un 5e élément qui joue le rôle d'antimatière, le grumeau. Ces 4 éléments règnent sous différentes formes depuis des milliers d'années. Ils ont posé les bases du monde et l'ont façonné. Les terres de Wu sont vastes et il existe une faune extrêmement variée. Tout au long de la série, vous avez pu découvrir de nombreuses créatures, certaines bonnes et d'autres mauvaises. Dans l'Enchiridion qui est le manuel du héros, nous pouvons voir toutes les créatures que Finn et Jake ont affrontées ainsi que leurs aptitudes. On y voit des fantômes, des sorcières, des cyclopes et plein d'autres. Dans ce livre, il est d'ailleurs précisé que chaque monstre, une fois tué, libère un liquide plus ou moins nauséabond. Ce petit détail propre au livre nous permet de nous projeter encore plus loin dans l'univers. Il est dit que le sang de chaque monstre est classifié en 6 catégories avec des descriptions juste écœurantes. On peut par exemple citer la bile jaune, qui a le goût du poulet si on le laisse pourrir au soleil pendant 2 jours et qu'on l'utilise ensuite pour nettoyer l'oge d'un cochon. Ou encore mon petit préféré, le guts noir. Alors pour celui-là, imaginez que vous soyez mort, que votre corps est pourri pendant 10 ans, quand soudain, votre langue prenait vie et léchait l'intérieur de votre bouche putrifiée. Voilà, bon appétit si vous êtes en train de manger. Mais il faut savoir que certaines créatures semblent garder un voile de mystère encore aujourd'hui, et c'est ce que nous allons voir maintenant. Je pense que ce passage aura marqué beaucoup d'entre vous. Si au cours de l'aventure nous ne verrons plus ce type de créatures, c'est pour une bonne raison. Comme Finn l'a dit, ce sont des tulpas. Les tulpas sont des manifestations physiques de l'inconscient collectif. Dans cet épisode, on voit que Starchy anime une émission de radio parlant de petites filles fantômes faisant peur aux gens depuis 5 ans. Il semble que Starchy, par l'influence de son émission, aurait persuadé les habitants du royaume de la confiserie que ces petites filles existaient bel et bien. Elles ont donc fini par prendre vie. Un tulpa est généralement créé délibérément par une personne qui se concentre intensément sur l'idée de cette entité. Une fois créé, un tulpa peut agir de manière indépendante, avoir ses propres pensées et émotions.
et même interagir avec son créateur comme une entité séparée. Cependant, dans le cas présent, il semble que la création des tulpas n'était pas volontaire. D'ailleurs, votre monde à vous semble avoir ses propres tulpas, comme le Bigfoot, les vampires, les dragons et bien d'autres choses. Adventure Time aborde énormément la notion de volonté et nous allons le voir plus bas dans l'iceberg, mais celle-ci joue un rôle primordial dans l'équilibre du monde. Vous connaissez tous le cerf. Sûrement l'un des personnages les plus connus des fans, il aura marqué bon nombre de spectateurs par ses actions. En effet, pour se venger de la princesse Chewing-Gum, il va briser les jambes de Finn, frapper Jake à la tête et enfermer tout le peuple bonbon dans sa bave afin de les déguster sur plusieurs mois. Il aura traumatisé toute une génération, certainement à cause de son comportement plus que louche. Mais savez-vous ce qu'il est advenu de lui après son coup d'état au royaume des bonbons ? Eh bien, il fut d'abord transformé en longue vue par le magicien, puis se fera transformer en bonbon par la princesse Chewing-Gum, avant de reprendre sa forme originelle grâce à PLS. Mais qu'est-il devenu après la série? Pourquoi est-il autant maléfique? Est-il réellement un cerf? C'est étrange. Je ne trouve aucune information sur ce cerf. Vous m'écoutez, K? Hein? Ouais. Qu'est-ce que vous faites? Désolé, je suis sur un gros niveau là, je joue à Honkai Star Rail. Vous jouez à quoi? Vous connaissez pas Honkai Star Rail? Élu meilleur jeu de l'année 2023 sur Google Play et sur l'App Store. Ce sont d'ailleurs les partenaires de cette vidéo. En plus, il a décroché le titre de meilleur jeu mobile de l'édition 2023 des Game Awards. Pour vous qui aimez enquêter sur les icebergs, je suis sûr que le jeu va vous plaire. Il propose une expérience en monde semi-ouvert avec des énigmes à résoudre, des coffres à trouver et vous pouvez même découvrir l'histoire de chaque PNJ. Pour une personne curieuse comme vous, c'est parfait. D'ailleurs, la nouvelle mise à jour 2.4 est sortie, avec son tout nouveau personnage, Yun-Li, originaire de Qianzhou Zhoming, une chasseuse d'épée qui considère ses armes comme ses compagnons. Elle a un flow juste incroyable. J'adore les personnages qui font des gros dégâts en étant tout mignons. En plus, regardez cette grosse épée qui inspire la peur chez ses ennemis, même Finn la voudrait. Classe. Cependant, méfiez-vous de son apparence, car sous son air innocent se cache une guerrière qui ne se laissera pas faire, car sa spécialité c'est la parade, une mécanique qui saura en séduire plus d'un. D'ailleurs, cette mise à jour marque le retour du personnage populaire, Ho-Ho. Donc si vous manquez d'un healer dans votre équipe, n'hésitez pas, connectez-vous pendant 7 jours pour obtenir 10 pas spéciaux du Star Rail. Vous pourrez alors les utiliser pour obtenir Yun-Li ou encore Ho-Ho. Le lien de téléchargement du jeu est en description. Et n'oubliez pas d'utiliser le code promo afin d'obtenir 50 jades stellaires. Mais vous parlez à qui? Est-ce que vous vous rappelez du culbuto, ce petit être musical que Finn et Jake ont décidé de recueillir? Eh bien, outre le fait qu'il sera là pour apprendre à Finn la notion de responsabilité de s'occuper d'un être vivant et que les animaux ne gèrent pas leurs relations comme lui, il y a un détail qui vous aura sans doute échappé. Dans le dernier épisode Donnons-nous la main, on voit parmi toutes les possessions de Bimo un petit cercueil. Vous l'avez sans doute compris, c'est le cercueil du culbuto. On y voit ses initiales anglaises pour Tiny Jiggler, ainsi qu'une petite représentation de lui. Il y a dans la série un petit être bien connu des fans qui apparaît régulièrement. Vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais lui vous a bien vu. L'escargot est un petit personnage saluant le spectateur dans la quasi-totalité des épisodes d'Adventure Time. Si au début, il est juste là comme un simple secret uniquement connu du spectateur, il prendra bien part à l'histoire lorsque la liche le possédera afin de se libérer. D'ailleurs, nous pouvions deviner dès le début que l'escargot serait un problème plus tard. Si on regarde bien, au dos de l'Enchiridion, on peut y voir les nombres 8, 13 et 21. Ces nombres font partie de la suite de Fibonacci, aussi appelée le nombre d'or. Ce nombre est présent partout, que ce soit dans la disposition des feuilles sur une tige, des pommes de pin, dans la floraison d'un artichaut ou encore la coquille d'un escargot. Et oui, depuis le début, tout était là sous nos yeux. Nous pouvions déjà nous douter que ce simple petit personnage était destiné à libérer le plus gros fléau que la Terre de Houx n'ait connu. De nombreux parallèles peuvent être faits entre l'univers d'Adventure Time et le vôtre. Mais avant, faisons une petite parenthèse sur l'organisation de ce monde. La série suit les aventures de Finn et Jake. Ces derniers vivent sur les terres de Houx. Ces terres sont dirigées par des princesses, toutes représentant un concept. Houx est un continent qui est une ancienne partie de l'ouest des États-Unis. D'ailleurs, la planète porte hors corps les séquelles d'une guerre. Mais n'allons pas trop vite en besogne, nous allons vous parler de cet événement en temps et en heure.
Bien, maintenant rappelez-vous de ce qu'on vous a dit au début de la vidéo. Vous avez la planète qui se situe dans un système solaire situé au sein d'une galaxie. Cette galaxie se situe dans un ensemble de milliards de galaxies qui composent un seul univers. Et il existe des milliards d'univers qui représentent le multivers, qui est lui-même dans une dimension. Que ce soit dans le monde d'Adventure Time ou le vôtre, c'est la même chose. Vous n'êtes juste pas dans la même dimension. Bien, maintenant nous pouvons vous parler des quelques anecdotes qui sont liées de près ou de loin à votre monde. Comme plein d'autres, Adventure Time a un épisode pilote. Cet épisode, bien qu'éloigné de ce que nous connaissons aujourd'hui, a su trouver sa place. Les auteurs ont lâché de nombreuses références à cet épisode pilote durant toute la série. Pour rester dans les secrets de création, il y a le roi de Wu qui possède un compte Tumblr. Ce compte est une mine d'informations et est vraiment passionnant à regarder. On y retrouve les storyboards, les concept art, des dessins inédits, des crossovers et il y a des pages entières dédiées à l'œuvre. Je vous conseille réellement d'aller jeter un œil, le lien est dans la description. Le lore d'Adventure Time est vaste et s'étend au-delà de la série d'animation. Vous savez sans doute qu'il existe des bandes dessinées, mais saviez-vous qu'il existait une multitude de jeux? En effet, si vous vous rendez sur le site de Cartoon Network, vous trouverez toutes sortes de jeux qui sont pour la plupart des remakes très connus, mais revisités avec les personnages d'Adventure Time, ainsi qu'un jeu qui porte le nom de Adventure Time explore le donjon et pose pas de questions, sorti il y a maintenant 10 ans. En parlant de jeux, il y en a une qui s'est jouée de nous toute la série. La princesse Chewing Gum est loin d'être le personnage sucré qu'on s'imagine. Au fur et à mesure qu'on progressera dans l'histoire, on la verra répandre de plus en plus de mal autour d'elle. Et cela, dans le seul but d'étoffer sa soif de science, car elle agit uniquement par esprit de logique. Mais attendez, il y a un détail qui est passé à travers les mailles du filet. Pourquoi Chewing Gum, de son vrai nom Bonnie Bell, parle-t-elle allemand? Que ce soit dans cet extrait, Der Witz und seine Beziehung zum Unterbewussten. La blague et sa relation à l'inconscient. ou dans celui-là. 36, 37, 38. Il est stipulé dans l'encyclopédie d'Adventure Time que l'allemand est la langue préférée des démons. Cette encyclopédie a tout de même été écrite par Hanson Abadir, le maître de la nutosphère. Mais pourquoi Bonnie Bell pourrait-elle être comparée à un démon? Eh bien, il semble qu'elle soit une princesse crainte par tout le monde. Elle est prête à tout pour protéger son peuple, et cela bien souvent au détriment de l'image qu'elle renvoie. Le pays qu'elle a créé ainsi que son peuple sont sa famille, et c'est ce qui fait d'elle une dirigeante autoritaire, mais bienveillante. Pour ce qui est des dirigeants autoritaires, parlons de Citronnelle, qui est sûrement le pire de tous. Ce personnage provoque un réel sentiment de malaise. À la base, créé par la princesse Chewing Gum afin d'assurer la protection du peuple bonbon à sa place, il n'est qu'une expérience ratée. Citronnelle est aux antipodes de ses congénères sucrés. Il possède tous les attributs de ce dernier, que ce soit dans sa façon d'agir ou dans sa manière de penser. Il aime la douleur et faire souffrir les autres. La princesse devra l'isoler dans sa forteresse pour éviter qu'il ne fasse trop de mal autour de lui. Il finira par devenir maître de son propre royaume, mais ce sera un dirigeant tyrannique et détesté. La princesse se sent probablement responsable car elle est à l'origine de tout ce mal. Mais que peut-elle faire? Elle parle de traités de paix qu'elle ne peut pas enfreindre. Malheureusement, à cause de certains traités, je n'ai pas le droit de m'approcher plus près. Et cela n'est pas sans rappeler certaines relations qui règnent entre les États dans votre monde à vous. Les épisodes qui sont liés à Citronnelle sont réalisés dans le but de mettre mal à l'aise le spectateur. Et il y a sûrement une critique politique engagée au travers de ces épisodes. D'ailleurs, de nombreuses questions sont soulevées avec le personnage de Citron Espoir, qui est le lien entre les deux camps. Il a un devoir envers son peuple que revendique la princesse Chewing Gum, mais sa condition de citron fait de lui un être antipathique qui pense à son bien-être avant tout. Non, je suis pas trop d'accord. Je veux manger les 2 gâteaux. Dans ce cas, la question se pose, doit-on se battre obligatoirement pour la liberté des autres? Est-il acceptable de tromper quelqu'un si cela permet d'améliorer la condition d'autrui? Autant de questions qui montrent bien qu'Adventure Time pousse une réflexion profonde sur de nombreux sujets. Nous allons tout décrypter dans cette vidéo, et il reste des sujets bien plus sombres à aborder. Quand arrive la fin, quelle douleur cela cause. Mais toi et moi, nous serons toujours là. Bienvenue dans l'émission L'équipe de nuit, animée par Starty. Vous savez ce qu'on fait aujourd'hui? On fête les 5 ans de l'émission. Je vous sens perturbé, K. Ressaisissez-vous. La liche n'était qu'une mise en bouche.
Buvez un coup, détendez-vous. Ma foi, c'est pas tous les jours qu'on peut se reposer comme ça. Je sais, mais d'habitude mes visions, elles sont pas aussi persistantes. On dirait que tout tourne en boucle dans ma tête. En plus, je vois encore et encore tous ces mondes qu'il a pu détruire. Écoutez-moi. Je ne peux pas le nier, la liche a fait beaucoup de mal autour d'elle. Mais il est de notre devoir de mettre nos émotions de côté afin de protéger les autres. C'est le métier. J'ai essayé, j'ai vraiment essayé. Je pensais que si je me concentrais sur le travail et uniquement sur le travail, tout irait bien. Mais regardez où ça m'a mené. Je ne sais pas si je pourrais honorer mon devoir éternellement. Vous êtes jeune et vous débutez, c'est normal. En revanche, comme je vous l'ai dit, nous avons un devoir de protecteur. Et en tant que tel, nous devons garder notre calme en toutes circonstances et nous soutenir mutuellement. Ce combat fait désormais partie de votre passé et l'accepter vous fera avancer vers l'avenir. Et puis rappelez-vous ce petit bonhomme qu'on a rencontré, il nous a appris une belle leçon. Le temps passe, à passer passera. Pour comprendre la suite de l'iceberg, il nous faut vous rappeler les événements importants du monde d'Adventure Time. Nous allons donc vous décrypter tout cela de manière chronologique. Et afin d'être sûr que vous compreniez bien les périodes abordées à travers ce niveau, le référentiel sera la Grande Guerre Champignon définie comme l'an 0, soit 996 ans avant les événements de la série. Depuis la nuit des temps règnent des créatures appelées les primordiaux. On ne sait pas d'où ils viennent, seulement que la source de leur existence vient du chaos. Orgalorg, la liche ou encore Golb sont des êtres comparables à des divinités avides de pouvoir et de destruction. C'est ainsi que la dimension et que les multiples univers d'eux naissent. Au fil du temps, de la même manière que vous, la Terre d'Où et son système solaire voient le jour il y a des milliards d'années. C'est à cette période qu'apparaît Hunson Abadir, qui est l'équivalent de Lucifer. Il règne dans la nuitosphère, qui est une dimension comparable aux enfers. En revanche, dans l'univers d'Adventure Time, cette dimension n'accueille pas les âmes, mais uniquement les démons. Les âmes, quant à elles, se dirigent vers la dimension des 50 mondes afin d'accéder à la réincarnation ou au repos éternel. Bien que l'on sache qu'Hunson Abadir était présent à cette période, pour autant, on ne sait pas vraiment d'où il vient et depuis quand il existe. La comète catalytique est une entité cosmique qui fonctionne selon un cycle millénaire. Vous l'aurez donc compris, c'est tous les 1000 ans que cette comète vient s'écraser sur Terre, emmenant avec elle ce qu'on appelle dans l'univers d'Adventure Time un agent du changement. C'est la raison pour laquelle tous les 1000 ans un grand changement a lieu sur la planète. Celui-ci peut être bon comme mauvais, à travers l'impact de la comète et l'arrivée de son agent du changement. Il est dit d'ailleurs que cet agent devient l'être le plus influent du monde. Ajoutons aussi que les comètes sont référencées sous 4 couleurs, verte, jaune, bleue et violette. Et on sait d'ailleurs que la comète verte amènera sur Terre la liche, tandis que la bleue sera celle qui amènera Finn. Nous l'avons vu à travers la série, ces derniers sont devenus des êtres qui ont chamboulé le monde pour le meilleur, mais aussi pour le pire. La comète s'approche de nous. Le monde d'Adventure Time est régi par 4 éléments, le feu, la glace, le sucre et le slime. Ces éléments sont incarnés par des êtres qu'on appelle des élémentaires. Depuis le début de la vie, les élémentaires ont vécu, sont morts et se sont réincarnés. Ce sont de puissants sorciers qui vivent sur Terre depuis des milliards d'années. En revanche, j'ai volontairement omis de vous parler d'un 5e élément. Vous l'aurez deviné, je parle bien évidemment du grumeau. Car à l'instar des autres élémentaires qui vivent sur Terre, celui-ci vit dans un univers qu'on appelle Lumpy Space. Cet univers existe d'ailleurs en parallèle de celui d'Adventure Time. À présent, avançons dans le temps. Nous sommes 65 millions d'années avant la Grande Guerre Champignon, au temps des dinosaures. À cette période, on retrouve les 4 élémentaires sous leur incarnation respective. Urgence Evergreen pour l'élémentaire de glace, Balthus pour l'élémentaire de feu, Chassberry pour le sucre, et enfin Slimedy pour le slime. L'élémentaire du grumeau n'est quant à lui pas mentionné à cette époque. C'est à cette période qu'Evergreen crée la couronne dorée capable d'exaucer les vœux, car au même moment la comète catalytique verte va s'écraser sur la planète. Et au vu de sa puissance, cela risque d'anéantir la quasi-totalité de la vie sur Terre.
L'élémentaire de glace doit donc rassembler tout son savoir et sa technologie pour empêcher ce désastre. Suite à la création de la couronne et pendant l'arrivée imminente de la comète, Evergreen se retrouve piégé et incapable de prendre la couronne pour faire son souhait. C'est donc Gunther, son dinosaure de compagnie, qui récupère la couronne. Et au lieu de faire le souhait de détruire la comète comme voulu par le sorcier, il fait le souhait de devenir comme son maître, devenant ainsi le premier roi des glaces. Suite à cela, la comète tuera les élémentaires de cette époque, ainsi que la totalité des dinosaures, provoquant donc leur extinction. Nous sommes à l'époque de la préhistoire. À cette époque, nous avons donc des utilisateurs de magie qui font partie d'une colonie appelée Wizard City. Ces magiciens vouent un culte au monstre primordial Cocontepi qui existait bien avant le temps lui-même. C'est à cette époque que l'Enchiridion a apparemment été créé. Il est dit que c'est l'un des artefacts magiques les plus puissants du multivers. Son origine exacte est inconnue. En raison de sa nature contradictoire, il n'a peut-être pas d'origine. Après cela, la magie s'estompe au fil du temps dans le monde, dû non seulement à la mort de Cocontepi, qui était la source du pouvoir des magiciens noirs, mais également à l'élasticité du monde qui devient de plus en plus rigide. Car dans Adventure Time, la magie existe grâce à l'élasticité du monde, qui est un indicateur qui permet à nous, explorateurs, d'observer l'évolution de la magie à travers les âges. Si dans votre monde il est évident que les créatures telles que les loups-garous, les vampires ou même les dragons n'existent pas, dans le monde Adventure Time ils ont fait leur apparition bien avant les humains. Ces dires sont d'ailleurs confirmés par Hudson Abadir lui-même. Alors la première question qu'on est en droit de se poser, c'est de savoir comment les humains ont pu cohabiter avec ces créatures. Et bien de ce que l'on sait, ils se sont cachés depuis l'ère glaciaire. Ce qui fait que les humains vivaient sans vraiment savoir que ces créatures de la nuit existaient. Ils ne sont restés que de simples mythes dans le folklore populaire. Souvenez-vous de la fois où Jake avait peur de rencontrer les parents de Miss Reunicorn, allant même jusqu'à se faire passer lui-même pour l'un d'entre eux. La raison est qu'il y a plusieurs milliers d'années avant la Grande Guerre Champignon, les licornes et la race de chiens de Jake se sont fait la guerre. Les raisons de ce conflit sont inconnues. On sait seulement que la guerre s'est déroulée dans la dimension cristal et qu'elle aurait duré plus de 1000 ans. Contrairement à votre monde, dans la dimension d'Adventure Time, les Martiens existent et ils ont fondé une société utopique. On ne sait pas d'où ils viennent, mais ils ont beaucoup de points communs avec la race humaine. Leur roi est Abraham Lincoln, un humain du futur qui a voyagé assez loin dans le temps pour devenir leur souverain. C'est à cette époque que Mars sera attaqué par Golb, l'entité cosmique du chaos, lors de l'événement connu sous le nom de Première venue de Golb. C'est à ce moment que l'épouse du magicien, Margles, se fera effacer de l'existence par Golb. Suite à ces événements, le magicien sombrera dans la folie et deviendra celui qui tourmentera les habitants de Mars juste pour le plaisir. C'est également à cette époque que la comète catalytique jaune ira s'écraser sur Terre. Orgalorg essaiera d'intercepter la comète afin d'absorber son pouvoir, mais il sera battu et banni sur Terre. Il aura ses souvenirs effacés et enfouis au plus profond de sa mémoire, devenant par la suite la forme la plus inoffensive possible, un pingouin. Suite à cela, la comète catalytique jaune frappera la Terre et laissera derrière elle son agent du changement. Suite à son bannissement sur Terre, Orgalorg, alors dépourvu d'identité, se retrouve à se mêler à la civilisation humaine. On le retrouve dans des œuvres d'art hiéroglyphiques datant de l'Égypte ancienne. À l'époque de l'Empire romain, on le retrouve en tant que gladiateur et coureur de chars. Au Moyen-Âge, il rejoint une organisation secrète et à la Renaissance, il apparaît aux côtés de la noblesse européenne. On voit donc Orgalorg a traversé les siècles de l'Antiquité jusqu'au temps moderne. Car même à cette période, il a pu ouvrir une entreprise de fabrication de boissons appelée Guntos. Enfin, il deviendra réalisateur de cinéma et s'installera aux États-Unis quelques années avant la Grande Guerre Champignon. 840 années après la Grande Guerre, il parcourt le monde apocalyptique et arrive à Ooo, au Royaume des Glaces, où il sera adopté par son roi qui le nommera Gunther. Après les événements de la comète verte, il y a des millions d'années, la couronne d'Evergreen a connu 3 hôtes à travers les époques. Le premier est un certain Saint Nicolas que vous connaissez certainement puisque c'est le Père Noël. On a ensuite Sven, un garçon islandais qui aura pour l'anecdote porté la couronne qu'une seule et unique fois. L'année 45 avant la Grande Guerre marque la naissance de Simon Petrikov. À cette époque, vous vous en doutez, la magie n'existe hélas plus, n'étant que de simples mythes et légendes. Mais malgré ça, Simon lui y croit encore, et il y consacrera sa vie afin d'en apprendre le plus possible sur cette magie disparue. C'est donc lui qui trouvera l'Enchiridion au Pakistan avec Betty.
son élève de l'université qui aura tout lâché pour l'aider à atteindre ses objectifs. Et donc lors de son dernier voyage archéologique, il trouvera la couronne d'Evergreen en Scandinavie. Ce dernier la ramènera à Seattle, mais ne se doutant pas des pouvoirs que renferme la couronne, Simon la portera une fois, puis deux, et ainsi de suite. Betty quant à elle disparaîtra, laissant son fiancé seul et à la merci des pouvoirs de la couronne. 28 années avant la Grande Guerre Champignon, l'élémentaire de glace renaît sous la forme d'un individu nommé Patience Sainte-Pym. Elle et les autres élémentaires de la génération moderne découvrent leurs pouvoirs et finissent par se rencontrer. Malheureusement, leurs pouvoirs sont assez faibles, dû à la rigidité du monde moderne qui fait disparaître la magie. Et au bout d'un moment, ils finissent tous par avoir des visions du cataclysme qui va s'abattre sur Terre, comme Evergreen à son époque. La seule qui prendra les devants sera l'élémentaire de glace, tout comme son ancêtre avant elle. Elle décide alors de se cryogéniser sous l'eau en attendant la fin du désastre. C'est après cela que les tensions mondiales commencent à être de plus en plus fortes, une guerre se prépare et aucun retour en arrière ne semble être possible. La Grande Guerre Champignon est un conflit qui aura engendré l'extinction de la quasi-totalité de l'espèce humaine. C'est une guerre mondiale nucléaire qui aura eu raison de la civilisation moderne. La bombe champignon aura été la plus puissante, mais également celle qui aura déchiré le tissu de la réalité. Ce faisant, elle a donc augmenté considérablement l'élasticité de la dimension terrestre et a donc redonné de la magie au monde. Mais elle aura également libéré la liche, endormie depuis des millénaires. Quant au cratère que l'on voit à de nombreuses reprises dans la série, il a été provoqué par une arme énergétique très puissante. Sûrement une invention humaine qui aura été entre de mauvaises mains. Suite au retour de la magie sur Terre, le monde changera très rapidement. Des animaux hybrides, des mutants et d'autres créatures extradimensionnelles vont commencer à faire leur apparition. Ainsi, les rénicornes vont entrer dans le monde et commencer à se nourrir des humains survivants. Les vampires sortent de leur cachette et une race de zombies connue sous le nom 12 heures apparaît également. Peu après la Grande Guerre Champignon, la comète catalytique bleue frappera la Terre et fera apparaître son agent du changement. C'est donc dans un monde post-apocalyptique que les humains survivent à présent, dont Marceline et sa mère Élise qui errent dans l'espoir de rejoindre le bunker le plus proche. Mais malheureusement, Élise est mourante, et c'est en cachant la vérité à sa fille qu'elle l'enverra vers le bunker. Elle mourra peu de temps après des suites de sa maladie. Je t'aime, ma petite fille. J'espère que tu me pardonneras. Par la suite, c'est Simon qui trouvera Marceline. Ils se lieront d'amitié et parcourront ce monde apocalyptique ensemble. Pendant ce temps, l'Enchiridion se fait voler par des sorciers en Europe qui le ramènent aux États-Unis. Durant leur périple, Marceline et Simon vont découvrir des créatures étranges, dont des fantômes. Ce qui nous montre que la bombe a libéré des créatures de la nuit. Quelque temps plus tard, Simon finit par perdre complètement le contrôle de la couronne. Rappelons-le, il détient la couronne d'Evergreen qui contient la malédiction souhaitée par Gunther. De ce fait, il devient peu à peu le roi des glaces à force de la porter. Marceline, l'ayant retenu à de nombreuses reprises, n'a fait que retarder l'inévitable. C'est pourquoi Simon prend la décision de quitter sa petite protégée, devenant ainsi le roi des glaces que l'on connaît tous. Après ça, Marceline se retrouve à vivre seule, et c'est à cette période qu'elle rencontrera son père, Hunson Abadir. Ils font connaissance, mais le roi de la nuitosphère n'est malheureusement pas un bon père, et leur relation ne sera pas très bonne. De plus, l'incident des frites relaté par Marceline en chanson au début de la série sera l'événement qui provoquera la rupture entre eux. Marceline continuera de grandir et sera amenée à affronter le roi des vampires, car elle désire leur extinction. Et c'est lors de cet affrontement qu'elle se fera mordre et deviendra à son tour une vampire. À partir de là, elle décide de voler l'Enchiridion au groupe de sorciers venus d'Europe et se mettra en hibernation pour passer l'ère glaciaire qui frappe les terres de Wu. Les conséquences de la Grande Guerre Champignon ont été cataclysmiques, éradiquant la quasi-totalité de l'espèce humaine. Mais s'avère qu'un petit nombre d'entre eux ont survécu et ont décidé de rejoindre les îles au sud-ouest du continent. Sur ces îles, éloignées de toute population radioactive et d'éléments qui pourraient nuire à leur sécurité, les humains décident de rebâtir une civilisation plus avancée technologiquement et plus puissante que celle d'avant-guerre. De l'autre côté, sur le continent, tous les humains qui sont restés finissent par disparaître. Ils sont donc considérés comme une espèce disparue par les autres êtres vivants. Et cela expliquerait par la suite le fait que Finn soit le seul de son espèce à Wu. Comme dit précédemment, l'élasticité du monde est accrue suite à l'explosion de la bombe champignon. Et c'est grâce à cela qu'on aura la naissance de la princesse Chewing-Gum et de son frère Neddy. Si Chewing-Gum était curieuse et avait soif de découverte, pour son frère Neddy, c'était tout le contraire.
ce qui le conduira vers le lieu où il trouvera l'arbre à bonbons pour y sucer la sève. À partir de là, il se met à produire du jus de bonbons qui deviendra plus tard dans la série la source d'énergie du royaume de la confiserie. Mais avant la création du royaume de la confiserie, Chewing Gum a créé sa première famille. Oncle Gumbald, tante Loli et cousin Chickle. Cette famille n'hésitera pas à la trahir pour fonder le royaume de la confiserie. Mais Chewing Gum aura réussi à inverser la tendance en les transformant en sujets amnésiques et loyaux. Suite à cela, on retrouve Marceline qui s'est réveillée de son sommeil qui aura duré très longtemps. C'est donc des centaines d'années après la Grande Guerre Champignon que Marceline et Chewing Gum vont se fréquenter. Mais leur relation prendra fin lors de l'invasion de Molto Larvo dans le royaume de Verre. À cette même période, la goutte rose laissée par la comète catalytique se réincarne en papillon, puis en choco. C'est la dernière réincarnation de Finn avant sa naissance. Et cette version de lui-même vivra plusieurs centaines d'années, devenant ami avec la princesse Chewing Gum qui, entre-temps, aura réussi à bâtir son royaume. Afin de garantir la sécurité de son royaume, Chewing Gum créera le comte de la citronnelle, qui est son héritier légitime au trône. C'est donc à partir de là que le royaume de la confiserie devient le plus puissant et le plus sûr d'eau. Mosef Mastro Giovanni est le nom du créateur de Bimo. On est plusieurs années après la Grande Guerre Champignon, et il est un des plus grands créateurs de son temps. Car si Bimo est un bijou de technologie doué de conscience, il a aussi créé les géants de feu qui sont responsables de la création du royaume des flammes. C'est à ce moment-là que le roi des flammes prendra le pouvoir de ce royaume, en éliminant tous les héritiers potentiels au trône. On assiste également à l'émergence de tous les autres royaumes, qui à la base sont sous la gouvernance du royaume de la confiserie. Et par la suite, ils deviendront des royaumes bien distincts. Si je vous demande de me citer le plus grand héros de WoW, vous me direz que c'est certainement Finn ou peut-être Jake. Mais le plus grand héros que WoW ait connu et qui aura inspiré tous les autres, c'est Billy. Grand, fort, gentil, il réunit toutes les caractéristiques du héros plein de courage. C'est d'ailleurs lui qui a vaincu la Liche plusieurs centaines d'années après les événements de la Grande Guerre. Malheureusement, après son combat contre la Liche, Billy est en dépression car malgré sa victoire, la Liche n'est pas morte. Sa copine le quitte, le laissant sombrer encore plus dans son échec. Et c'est la voix du héros qui le laissera tomber, nous rappelant à tous qu'une victoire peut parfois avoir un goût amer. 12 ans avant les événements de la série, on assiste à la naissance de Finn et Jake. Finn est né de l'union de Minerva et Martin, deux humains qui vivent sur les îles colonisées par ces derniers. Jake, quant à lui, est né d'un pustule extraterrestre qui a poussé sur la tête de son père Joshua. À ce moment, Finn et Jake ne vivent pas ensemble, comme vous pouvez vous en douter. C'est lors d'un incident avec le père de Finn que tout va changer. Suite à son altercation avec les services de sécurité de l'île, Martin se retrouve à se cacher d'eux en mer, emmenant Finn avec lui. Mais ils se feront attaquer par le colosse qui garde les îles pensant qu'ils allaient s'échapper. Martin perdra donc la trace de son fils et Minerva perdra à la fois son mari et son enfant. Finn s'échoue sur les terres de WoW après avoir dérivé en mer et survécu grâce à un bâton qui produit de la nourriture. C'est d'ailleurs de là que lui vient sa thalassophobie. Il sera ensuite recueilli par Joshua et Margaret. Jake grandit plus vite que Finn, ce qui fait qu'il aura une vie assez mouvementée avant lui, devenant après son diplôme un voleur, puis un joueur de cartes sur le jeu Card Wars, pour enfin finir écrivain avec sa chronologie de conseils et le livre Mind Games. En 1990, Minerva, la mère de Finn, télécharge sa conscience dans une armée de robots. Martin, quant à lui, après avoir dérivé seul dans l'espace et commis un crime cosmique, sera emprisonné dans la citadelle qui est une dimension carcérale, figé dans du cristal avec d'autres criminels multiversels. Peu de temps après, Joshua et Margaret finissent par mourir, la cause de leur disparition demeure inconnue. Mais on suppose qu'ils sont morts de vieillesse. À présent, nous sommes à la date du début de la série, soit 996 ans après la Grande Guerre Champignon. Finn et Jake s'installent dans leur cabane, laissant Jermaine, le frère jumeau de Jake, s'occuper à contre-cœur de la maison familiale. Peu de temps avant, Bimo s'écrase sur Terre et se fait alors adopter par Finn et Jake. Si dans la série, les aventures de Finn et Jake ont duré 4 années pendant lesquelles on les a vus grandir et évoluer, l'histoire de WoW, quant à elle, est bien plus longue. Et suite à la Grande Guerre Champignon, c'est 2000 ans d'histoire qui se sont déroulés sous nos yeux. À présent, découvrons ensemble comment le monde de WoW a évolué suite aux événements de la série. Pour commencer, Bimo devient le roi de WoW et habite dans une cabane au sommet d'une montagne nommée Kragador. Sweet Pea, qui était anciennement la Liche, devient un géant millénaire et un grand héros avec pour héritage l'épée nocturne de Finn. Gunther, lui, est le souverain du royaume des glaces. Et Marceline et Chewing Gum sont, d'après le générique du dernier épisode, toujours vivantes. En revanche, le royaume de la confiserie a été abandonné, devenant à un moment de l'histoire une vaste métropole. L'arbre de Nedi est mort,
et les habitants du royaume de la confiserie sont dans un état de stase dans des boules à l'intérieur du gardien bonbon, tandis que les élémentaires sont mortes et se sont réincarnées. Ce qui explique la disparition des différents royaumes, c'est la prise de pouvoir des descendants de Miss Réunicorn et Jake, qui sont devenus la race dominante de Who. Le monde est à présent relié à d'autres civilisations extraterrestres grâce au voyage spatial avancé. Et il est gouverné par Gibbon, le petit-fils de Jake et Miss Réunicorn. On sait aussi qu'il est devenu immortel grâce à l'un des joyaux de Gunther. Et d'ailleurs, il existe un épisode où on aperçoit Gibbon enfant. Une preuve de plus qu'Adventure Time est très bien écrit. À présent que le contexte géopolitique est posé, il est temps de découvrir nos deux protagonistes. On suppose que ces deux personnages sont les réincarnations respectives de Finn et Jake, sachant que Bess est non seulement une princesse, mais aussi une descendante de Jake et Miss Réunicorn. Nos deux protagonistes sont des rebelles qui s'opposent au régime de Gibbon, et suite à leur visite chez Bimo, ils trouveront l'épée de Finn sur l'arbre ficus, nous laissant imaginer un nouveau cycle d'aventure pour nos deux héros dans cette nouvelle vie. C'est facile pour vous de dire ça, vous avez déjà vécu au moins 50 vies. Et vous en vivrez tout autant. L'ordre m'a offert l'immortalité, mais là je me dis que ça va sûrement être long. Vous avez jamais eu envie de fonder une famille, vous? C'est l'ordre, ma famille. Évidemment. Je sais, travailler pour l'ordre, c'est le meilleur boulot, mais je sais pas. J'ai l'impression de passer à côté de quelque chose. Vous voulez dire une vie normale? Ouais, une vie pleine d'aventures, c'est cool. Mais comment je fais si demain je trouve quelqu'un qui me plaît? Écoutez, K, être agent, c'est apporter le changement afin de maintenir la stabilité. On est à part. On ne peut pas se permettre de mener une vie normale. Mais à quoi bon vouloir la stabilité si ce qu'on fait n'a aucun impact? Regardez, on a éliminé une des liches, mais vous savez très bien qu'il en reste plein d'autres dans le multivers. Venez, j'ai quelque chose à vous montrer. Dans Adventure Time, les relations entre les personnages sont énormément mises en avant, autant sur l'aspect positif que négatif. Mais un fait qui est généralisé dans la série est que dans la grande majorité des cas, les parents sont mauvais. C'est le genre de détail qu'on ne remarque pas tout de suite, et pourtant. En premier, prenons le père de Jake, Joshua. Ce dernier, déjà peu présent pour ses enfants par sa mort prématurée, sera un père peu affectif, inculquant à ses enfants la loi du plus fort. Son fils, Jake, n'en sera pas pour autant un meilleur père avec ses propres enfants. On a pu voir au travers de tous les épisodes dédiés à sa descendance que Jake ne sait pas s'y prendre. Il continue à vivre ses aventures avec Finn sans se soucier de sa famille. Si au début on a voulu nous montrer le dilemme pour Jake de vivre avec Finn et de profiter avec Miss Réunicorn, on verra par la suite que Jake a visiblement choisi son camp. Il préférera vivre ses aventures avec Finn, même s'il culpabilise car ses enfants grandissent trop vite. Il ne sait donc pas s'y prendre. Je me demande si j'ai toujours été un bon père. Ou si je me suis planté. Pourtant, cela aura un réel impact, et il comprendra dans l'épisode centré sur son fils Kim Ki-won que son comportement enfantin a des répercussions sur toute sa famille. D'ailleurs, ce n'est pas un très bon frère non plus, car Jake souffre de troubles de l'attention et à de nombreuses reprises va mettre Finn en danger car il n'arrive pas à se concentrer. Nous avons parlé de Jake, mais qu'en est-il de Finn? Eh bien, son père biologique Martin est sûrement le pire père de la série. Bien qu'il fût calme pendant un certain temps, sûrement grâce à Minerva et la naissance de son fils, sa nature profonde a toujours été celle d'un brigand. Il agira uniquement dans son intérêt et n'hésitera pas à abandonner plusieurs fois Finn. Il semble ne pas avoir trouvé sa place dans ce monde et son départ avec la comète était sans doute le meilleur choix qu'il puisse faire. Ainsi, il ne pouvait plus répandre de mal autour de lui, et Finn pourrait accepter le fait que parfois la famille ne se définit pas uniquement sur nos gènes en commun. Salut, fiston! Salut, pas. D'ailleurs, s'il y a un personnage qui représente au mieux cette pensée, c'est bien Marceline. Adoptée par Simon qui sera un père exemplaire, elle sera vite tourmentée par son père biologique. À chaque venue sur Terre, il saccagea la vie de Marceline. Étant un démon, il ne comprend pas les notions de tristesse ou d'empathie. Donc, malgré l'amour qu'il porte à sa fille, il est voué à tout détruire. Il convient de noter que Abaddon a été utilisé par les écrivains chrétiens comme nom d'un ange destructeur. Son père, en général, semble être soucieux et veut ce qu'il y a de mieux pour elle, mais en même temps, ne tient jamais compte de ses sentiments et agit généralement de manière égocentrique. Qu'est-ce qui se passerait si on décidait de créer sa famille de rêve? Eh bien, Chewing Gum a fait cette expérience pour nous et nous avons vu que le résultat n'est pas au rendez-vous. Cette dernière, après avoir erré longtemps, seule, voulait simplement avoir une famille afin de ressentir à nouveau le cocon familial. Mais l'oncle Gumball, la tante Loli et le cousin Chickle ont toujours voulu asseoir leur domination et ont essayé plusieurs fois de destituer leur créatrice. Bonnie a quitté la Gummère en quête d'aventure. Mais les Gums sont des êtres sociables et c'est sûrement pour cela que la princesse tient tant à son peuple.
Elle les aime comme sa famille et elle sera prête à tous les sacrifices pour eux, même si certains d'entre eux souhaitent se révolter. On peut notifier la fois où elle créa Goliath, une créature immortelle super intelligente capable d'assurer la protection du royaume même après sa mort. On peut voir également que dans le futur, elle a mis tout son peuple à l'abri dans un gardien boule de gomme. Enfin, il y a une toute dernière question qu'on peut se poser. Qu'est-il advenu de la Gum mère et donc de tous les frères et sœurs de Chewing-Gum? Eh bien, la seule piste de réponse que nous avons à ce jour est présente au sein du jeu Explore le donjon et pose pas de questions. Dans ce jeu, vous affrontez comme boss final la mère Gum et cette dernière, une fois vaincue, éclatera en centaines de petites bulles de Chewing-Gum. Un peu à la manière d'une relique du passé, elle a sûrement permis à Bonnie, tout comme Martine pour Finn, d'avancer. Car après la série, la princesse apprendra à lâcher son peuple afin de faire passer ses besoins personnels et sa vie amoureuse sur le devant de la scène. Avant de finir leur jour ensemble, Marcy et Bonnie ont vécu de nombreuses aventures. Leur passé respectif a empiété sur leur relation, mais chacune a su évoluer dans le bon sens. Marceline est une mi-humaine, mi-démon qui a grandi en plein milieu du contexte apocalyptique suivant la Grande Guerre. Marceline a subi de nombreuses déceptions et pertes. La transformation de Simon, la mort de sa mère, la trahison de son père, et si on ajoute à ça sa transformation en vampire qui a fait d'elle une personne immortelle, Marceline a toutes les raisons du monde de sombrer. On verra tout au long de la série qu'elle est mise à l'écart de sa propre vie, ne prenant que rarement des décisions impactantes. Marcy, de par sa condition d'immortelle et sa peur de l'abandon, s'est longtemps tenue à distance de toute forme de relation. Au début de la série, on peut voir qu'elle se cache derrière une personnalité antipathique et farceuse. Mais au fil de l'aventure, même si elle ne vieillit pas, elle va bel et bien grandir. Elle apprendra à faire confiance à ses amis et renouer les liens avec son passé. Pour ce qui est de Bonnie, elle est obsédée par le contrôle. Elle ne peut s'empêcher de prendre des décisions rationnelles pour tout le monde. Je rêve, tu continues de m'espionner? Que veux-tu, je suis comme ça, j'espionne tout le monde. Mais cela aura un impact négatif sur son peuple qui va la rejeter et élire une nouvelle princesse. Il y a également Marceline qui va mettre fin à leur relation et elle-même qui va s'oublier pour ses expériences. Les événements d'Adventure Time vont profondément la changer et c'est à partir de ce moment qu'elle commencera réellement à se construire. Les deux femmes partagent de nombreux points communs, malgré leurs différences. Elles sont toutes les deux immortelles, relativement âgées et n'ont aucune famille. En soi, leur première relation aurait pu s'arrêter là, mais il semble qu'elles ne se soient jamais réellement oubliées. Et au final, nous assisterons sûrement à l'une des relations les mieux construites des univers cartoon. Moi aussi je t'aime, Bonnie Belle. Le destin semble jouer une place très importante. La comète qui revient tous les 1000 ans, la relation entre Bonnie et Marcy ou encore Finn qui finit toujours par perdre son bras. Il y a visiblement des événements immuables et parmi ces choses, on peut citer la relation qui lie les sorciers et les héros. Vous ne voyez pas de quoi je parle? Eh bien c'est normal car cette information est visible uniquement dans l'Enchiridion. Il est dit que sorciers et héros sont liés. Ces derniers font partie de deux espèces différentes. Le sorcier est décrit comme intelligent et supérieur, là où le héros est simplé et courageux. Évidemment, on peut douter de la neutralité de ce document rédigé par les sorciers eux-mêmes, mais les informations, elles, sont très enrichissantes. Il est dit que les héros ne sont que des serviteurs pour les sorciers paresseux. Le multivers n'est pas nécessairement un endroit équitable, mais comme les sorciers sont des fainéants, ils ont besoin de héros pour accomplir des choses importantes. Ainsi, le héros et le sorcier forment une relation symbiotique. Et donc on comprend que sans le héros, le sorcier n'a pas son confort de vie, et sans le sorcier, le héros ne peut trouver ses missions et s'améliorer. Alors il est vrai que ce ne sont que des récits dans un livre, mais Finn et le roi des glaces en sont un parfait exemple. Même s'ils n'occupent pas réellement le statut maître-élève que nous avons pu observer chez Vérolive et Gunther, ils sont étroitement liés par une force mystérieuse. Le roi des glaces était pressenti pour être le méchant de l'histoire, celui que personne n'aime car il enlève les princesses. Aujourd'hui, on sait qu'en réalité, c'était un homme maudit prénommé Simon Petrikov. Mais en réalité, le spectateur avait déjà des signes que ce personnage était bien plus sensible qu'il le faisait paraître. Dès le début de la série, on voit un roi des glaces sensible qui cherche juste à être heureux. Sous cette forme, Simon souffre de démence et à cause de la malédiction est obsédé par les princesses. Simon représente une personne souffrant de dépression. Lorsqu'il était encore le roi des glaces, il cherchait absolument à se marier, mais en vérité, il se sentait juste terriblement seul. Il a perdu la femme qu'il aime, ainsi que sa fille adoptive, mais il ne s'en rend même pas compte. En revanche, son subconscient, lui, semble bien ressentir le vide présent dans son cœur. Vite que quelqu'un me dise ce qu'il cloche!
Lâchez-moi! Et c'est pour cela que indirectement la princesse qu'il voulait le plus, et tout particulièrement son cœur qu'on connaîtra sous le nom de Ricardo, était Chewing Gum. Cette dernière est la princesse qui se rapproche le plus physiquement de Betty, et c'est pour cela que c'est elle que visait tout le temps le roi des glaces. Pendleton Ward, animateur et scénariste chez Cartoon Network, a expliqué que le roi des glaces fait souvent des régimes, mais qu'il se gave de nourriture lorsqu'il est déprimé et qu'il reprend du poids. On voit bien ici les signes de troubles du comportement alimentaire dont souffrent certaines personnes en dépression. On n'arrive pas à déterminer la nature exacte du trouble de Simon, donc si vous avez une théorie, n'hésitez pas à la mettre en commentaire. À la fin de la série, Betty décide de se sacrifier pour protéger Simon de tout danger. En tout cas, quoi qu'il se passe, je souhaite le pouvoir de garder Simon en sécurité pour toujours. Mais pour notre antiquaire, ce sera le début de la descente. Étant devenu un homme normal dans un monde magique, il se sentira seul, humilié et sombrera dans la dépression. Durant les événements de Fiona et Cake, on voit un Simon qui n'a plus envie de faire quoi que ce soit. Cela même si sa survie en dépend. Finn essaiera de lui faire vivre des aventures, mais c'était peine perdue. Heureusement, il trouvera son combat à lui, la survie du monde de Fiona et Cake. Ainsi, à la fin, nous trouvons un Simon qui a accepté la disparition de Betty et les torts qu'il lui a fait, et qui peut enfin commencer à guérir. Bien que Finn soit le héros de notre histoire, il ne coche pas toutes les cases du héros, ou du moins le personnage semble bien plus développé que ce qu'il laisse paraître. En effet, il est téméraire, courageux, fort et un peu simplé, mais également émotif, rêveur et perdu. Si au début de la série on suit un jeune garçon de 13 ans peu expérimenté, à la fin nous aurons un personnage de 17 ans qui aura un lourd vécu et donc qui sera bien plus tourmenté. Vous savez, Finn est ce jeune un peu perdu qui veut juste profiter de la vie avec son pote Jake et réussir à avoir une copine. Des choses relativement simples et normales en apparence. Le souci c'est que dans Adventure Time, rien n'est normal. Finn vit en décalage complet comparé à son entourage. Jake vieillit beaucoup plus vite que lui, tandis que Chewing Gum est déjà beaucoup plus âgé. Cela crée un gouffre que Finn ne parviendra jamais à franchir. Sa vie amoureuse est anarchique et est une parfaite illustration de la théorie des 3 amours. Selon cette théorie, nous rencontrons 3 grands amours dans notre vie. Le premier amour, l'amour idéaliste, défini comme celui qui ressemble à un conte de fées et dont on pense qu'il durera toujours. La relation est forte et riche en émotions. C'est un amour qui se vit assez jeune et dont on pense qu'il durera toute la vie car à cet âge, on veut que tout soit pur et il est difficile de se confronter à un mur. Ensuite viendra l'amour nécessaire qui est la relation de la souffrance. Cette relation est souvent signe de jalousie, de peur et de doute de soi. Généralement, on démarre cette relation pour guérir du premier amour car on se rend compte que l'amour n'est pas un conte de fées et que oui, personne n'est parfait. Alors il est difficile d'accepter l'idée qu'on soit seul, du coup on va chercher une personne qui nous aimera sans prendre en compte ses défauts. Car c'est l'idée d'être aimé qui nous fait aimer cette personne. C'est une relation individualiste où chacun cherche à guérir. Et enfin, vient l'amour inattendu, où on trouve l'équilibre. Dans le premier on s'oublie, tandis que dans le deuxième on pense pas à ce que l'autre ressent. Ce troisième amour est le point d'équilibre. On comprend que l'amour est véritable lorsqu'on apprend à s'aimer avant tout. Évoluer à 2, c'est former une équipe où on donne à l'autre sans en attendre en retour. L'amour ne se divise pas mais se multiplie, car tout seul on va plus vite, mais à 2, on va plus loin. Le premier amour de Finn était la princesse Chewing Gum. Il l'a toujours aimée, mais cette dernière lui a fait de nombreux faux espoirs, au point même que le spectateur aurait pu se dire qu'ils finiraient ensemble. Mais voilà, Bonnie Bell aime Finn comme elle aimerait un membre de son peuple. On aurait pu croire leur relation possible durant les épisodes où cette dernière redevient jeune, mais malheureusement cette Bonnie n'était qu'une version du passé. Une fois redevenue adulte, elle oubliera cet état d'esprit et redeviendra distante avec Finn, car ses responsabilités de princesse passent avant tout. Ça vous plairait une autre petite séance de câlin? Pardon? Toi alors, est-ce que tu peux être bête? Ça c'était il y a déjà plus de 5 ans. Il faut que tu essayes de m'oublier. Finn a tout fait pour être avec elle, mais c'était peine perdue, et il prendra beaucoup de temps avant d'en guérir. Pendant tout ce temps, j'étais amoureux de vous, d'accord? Mais c'était pas réciproque. Et maintenant que je suis prêt à passer à autre chose, vous faites tout pour me faire replonger. Mais c'est terminé. C'est terminé. Pendant sa convalescence amoureuse, il va alors rencontrer son deuxième amour, Phoebe, la princesse des flammes. J'ai bien cru que vous alliez me carboniser vivant. Ah, jamais de la vie, je ne pourrais jamais faire de mal à mon amoureux. Comme dit précédemment, cet amour n'est pas sain. Finn s'est concentré sur cette relation afin d'oublier Bonnie Bell, mais comme tout deuxième amour, il se concentrait surtout sur son bonheur à lui. Il a donc fini par faire du mal à Phoebe pour son propre bonheur. C'est le jour où Finn s'est arrangé pour que la princesse des flammes et le roi des glaces se battent afin de satisfaire ses fantasmes, qu'elle prendra la décision de rompre. Les deux personnages s'opposaient et ne pouvaient pas être ensemble,
car Finn n'était pas assez mature pour entamer une vraie relation. Il grandira et après avoir appris à vivre seul, il découvrira son troisième amour, la sorcière des bois. Même si cette relation était inattendue pour le spectateur, elle était encore plus pour Finn. C'est avec elle qu'il était destiné à vivre. Ce ne sont que des théories, mais on pense que la femme de Finn dans le monde de Farm World est également la sorcière des bois. En effet, ce dernier a beaucoup d'enfants et parmi eux, un partage de nombreux traits avec la sorcière. Il a d'ailleurs une fille qui se nomme Bonnie, comme pour rappeler au spectateur que Chewing Gum restera dans sa vie à tout jamais. Il est maintenant temps de parler de Jake, car pour Finn, Jake est son frère, son meilleur ami, mais également la personne la plus importante à ses yeux. Le souci, voyez-vous, c'est que Jake, de par sa condition de chien, sera destiné à vieillir plus vite et donc à mourir avant son frère. Et ça, Finn ne va pas l'accepter. Il ne s'est pas présenté à l'enterrement de Jake et ira même jusqu'à se tatouer la tête de ce dernier pour être certain que Jake soit toujours dans ses aventures. En effet, peu d'entre vous le savent, mais nous pouvons découvrir la mort de Jake dans les BD. On y voit l'enterrement de ce dernier et après sa mort, son corps élastique commence à s'étendre. Chewing Gum décidera d'emmener le corps de Jake dans l'immense cratère de la planète. C'est ainsi que Jake va réparer la Terre d'Ooo et en faire partie afin d'aider la nature à reprendre ses droits. Dans l'épisode consacré à Finn et Jake, on découvre un Finn vieux qui a péri et qui va tout faire pour retrouver son frère. Mais cet épisode est bien plus lourd de sens qu'on le pense. En effet, dès le début, on voit Finn qu'il rêve qu'il dérobe la glace aux 50 parfums avec Jake. Retenez bien ce chiffre car il a une importance capitale. Dans l'au-delà, il y a 50 mondes éternels. Et notre position dans ces mondes est déterminée en fonction du niveau d'expérience de notre âme. Jake, après sa mort, atteindra le 50e monde éternel. Il n'a donc plus besoin de se réincarner. Mais Finn ne veut pas l'accepter. On le voit dans son rêve au début que Jake lui répète sans cesse de le laisser partir et qu'il faut apprécier les glaces aux 50 parfums un par un. Comme s'il voulait dire à Finn qu'il doit partir, mais que lui doit prendre le temps d'apprécier ses vies avant de le rejoindre. On sait que Finn n'a jamais fait son deuil amical comme amoureux. Il finit par se mettre avec la sorcière des bois, brisé par son premier amour et ayant tout gâché avec le deuxième. Finn restera ce personnage tourmenté par la vie, adulé de tous mais paradoxalement seul. Il ne trouvera au final la paix qu'une fois sa mort passée et qu'il pourra retrouver Jake, son âme sœur, afin de se réincarner. Vous souhaitez vivre une vie simple. Et c'est normal. En soi, je peux le comprendre. Mais il est inutile de vous souhaiter une vie que vous n'aurez jamais. Vivez l'instant présent et profitez de votre vie au maximum. C'est normal de penser que notre action individuelle ne touchera personne. Mais regardez le ciel. Vous voyez des milliers d'étoiles. Mais en réalité, il existe plus d'étoiles dans l'univers qu'il y a de grains de sable sur cette planète. On a tendance à s'arrêter sur ce que nos yeux voient. Mais on oublie parfois la réalité des choses. Par nos actions, nous sauvons des milliards de vies. Notre métier est ingrat, de par sa nature discrète. On ne sera jamais des super-héros ou encore des stars de cinéma. En revanche, nous pouvons apporter aux gens une chose bien plus importante que le divertissement ou encore la protection. On leur apporte de l'espoir. Observer un objet, c'est rendre son existence réelle. Nous sommes les observateurs du multivers, et en étant là à le protéger et à l'observer, nous en sommes les gardiens. L'Enchiridion est le livre offrant la possibilité à celui ou celle qui le possède de voyager dans le multivers. On peut y voir un échange particulièrement étrange entre lui et le lecteur du livre, à savoir vous. Dans cet échange, le livre emmène le lecteur dans la salle hors du temps, à savoir la demeure de Prismo. Mais étrangement, il ne semble pas présent. Il y a juste le livre et le lecteur. Le livre dit que le lecteur et lui se connaissent, et que tous les 10 000 ans, ils se retrouvent afin de discuter et de prendre une grande décision. Le livre rappelle alors au lecteur qui il est, à savoir son créateur. Il lui demande alors, allons-nous en rester là cette fois-ci? Ou doit-on revenir en arrière? Le livre pointe alors du doigt une comète, qui arrive au loin sur eux en lui disant qu'il faut prendre une décision, mais qu'il a tout son temps. Car ici, le temps ne s'écoule pas. Cette décision peut prendre 30 secondes,
comme une année ou encore 1 million d'années. Le lecteur a donc le choix entre arrêter cette boucle en disparaissant avec le livre ou recommencer une boucle de 10 000 ans, cette fois sans ses souvenirs. Le petit détail, c'est qu'il ne sait pas ce qu'il adviendra du multivers s'il décide de rompre la boucle. Le livre lui explique que leur disparition entraînera la fin de tout, car sans observateur, le multivers ne peut pas exister. Bien qu'Adventure Time ne soit qu'un dessin animé, le concept du multivers est très sérieusement abordé. Et au travers de cette petite histoire, nous venons d'avoir une démonstration de la mécanique quantique, ainsi qu'une illustration du fonctionnement du multivers. Et on peut l'illustrer d'une manière très ludique. Imaginez, à tout hasard, que vous attendiez vos résultats Parcoursup. Vous recevez une lettre venant de l'école que vous avez demandée. Tant que vous n'avez pas ouvert votre enveloppe, vous ne pouvez connaître les résultats. Vous êtes donc soit accepté, soit refusé. Cela illustre le monde dans lequel vous vivez. Par ailleurs, votre univers n'est pas aussi binaire. En effet, certaines interactions sont subtiles et troublantes. Si l'on reprend l'exemple de vos résultats, l'issue de la situation est entièrement déterminée par l'action que vous allez entreprendre. Si l'on imagine que votre lettre de résultat n'est jamais ouverte, il existe une probabilité que vous soyez accepté ou non. De ce fait, vous êtes dans une situation où vous êtes en théorie accepté et refusé. Cela démontre une nouvelle fois de manière imagée un principe de mécanique quantique. Un objet aura un état altéré à partir du moment où ce dernier est observé. De manière similaire à votre univers régi par des interactions particulières, l'univers d'Adventure Time l'est tout autant, comme nous le démontre le passage de l'Enchiridion qui force le spectateur à observer cet univers afin de l'animer. En effet, il est possible de vivre une vie entière sans que votre entourage ne remarque votre disparition. Dans Adventure Time, Finn fera cette expérience en empruntant involontairement un trou de verre. La relativité générale dit que si vous prenez 2 points de l'univers, que vous y exercez une pression gravitationnelle suffisamment puissante pour plier l'espace et le temps, vous pouvez alors vous téléporter en empruntant le trou qui relie les 2 points. Ici, Finn semble avoir emprunté un trou de verre sans faire exprès. Il arrive alors à Puoi. Dans cet endroit, tout est fait d'oreillers, même leurs habitants. Finn y entrera, il sauvera le peuple des oreillers d'un dragon et sera accueilli en héros. Il décidera finalement de rester là-bas afin d'y vivre sa vie avec Rosalinde et fonder une famille. D'ailleurs, dans cet endroit comme pour Farm World, sa fille s'appelle Bonnie. Bien qu'il soit humain, on le voit élever ses enfants oreillers avec amour. Il passera toute sa vie à chercher la porte pour retourner dans le monde de Ooo, et lorsqu'il la trouvera, il préférera rester auprès de ses proches, car c'est avec eux qu'il aura vécu toute sa vie. Il finira par y mourir de vieillesse, laissant sa famille derrière lui. Une chose étrange est qu'après sa mort, il se retrouve nez à nez avec Golb, le seigneur du chaos. Nous pensons que Finn n'aurait jamais dû se retrouver dans cet univers, et à sa mort, il sera juste renvoyé chez lui. C'est là le point le plus intéressant. Finn n'a pas vieilli. Ses amis pensaient qu'il s'était juste endormi quelques heures. En effet, l'univers de Puoi illustre parfaitement la relativité générale, démontrant que le temps est bel et bien relatif. Dans Adventure Time, le multivers est dominé par 2 grandes entités, le boss et Golb. Encore une fois, la notion de dualité est vraiment présente. Il y a le boss qui représente l'ordre. Dans Fiona et Cake, son but est de faire en sorte que tout le multivers soit bien rangé. En face, nous avons Golb, qui est l'incarnation du chaos et le maître des grands méchants de la série. Golb, en tant que maître du chaos, ne suit aucune logique et il est l'inverse du boss. Les deux, ensemble, agissent en opposition tout en maintenant une harmonie et un équilibre au sein du multivers. Mais concrètement, en quoi le chaos est nécessaire à l'ordre? Le chaos ne se prédit pas, il est aléatoire. C'est l'erreur qu'a fait la liche, car le chaos ne s'apprend pas. Il est présent partout autour de nous et il ne peut se produire volontairement. La liche voulait la destruction de toute vie au nom de Golb, mais elle a emprunté le mauvais chemin. Cette dernière, avec sa main coupée, s'est retrouvée présente dans tous les univers, et a donc condamné bon nombre d'entre eux à une fin certaine. Mais celui qui nous intéresse est le monde dans lequel la liche, aussi appelée Jerry, a gagné et a éliminé tous les habitants de Ooo. Après ça, on la voit perdue et déprimée de ne pas savoir quoi faire. Et lorsqu'il va à la rencontre de Golb Betty, il l'implore de lui expliquer ce qui lui arrive. Mais il va tout simplement se faire détruire, car le chaos ne s'explique pas. Il peut s'illustrer par l'attracteur de Lorentz. Alors avant de paniquer, laissez-moi vous expliquer ça plus simplement. Vous connaissez forcément l'effet papillon. Cette théorie dit qu'un simple battement d'aile de papillon peut provoquer un ouragan à l'autre bout du monde. Eh bien l'attracteur de Lorentz illustre à la base le caractère chaotique de la météo. D'ailleurs, si vous regardez bien la structure, ressemble étrangement à un personnage que nous connaissons tous. La structure peut également s'appliquer à l'univers, où une simple oscillation peut changer le cours de l'histoire. La comète catalytique arrive pour emmener avec elle le changement. Maintenant, on comprend enfin pourquoi l'une des anciennes incarnations de Finn était un papillon.
Maintenant, imaginez qu'il existe un être omniscient, ou encore plus puissant que Golb ou le boss. Cet être serait capable de réaliser ce qu'il souhaite quand il le souhaite. Imaginez un Prismo mais sans les contraintes et les obligations. Eh bien, laissez-moi vous dire que cet être existe peut-être bel et bien dans Adventure Time. Mais pour comprendre cela, nous devons d'abord nous intéresser à l'homme qui a établi cette expérience de pensée. Laissez-moi vous présenter Pierre-Simon Delaplace, mathématicien, astronome, physicien et homme politique français. Ce scientifique du 19e siècle est à l'origine de la réflexion dont je vous parlais précédemment. Et il a décrit cette forme d'intelligence omnisciente ainsi. Une intelligence qui, pour un instant donné, connaîtrait toutes les forces dont la nature est animée, et la situation respective des êtres qui la composent. Si d'ailleurs elle était assez vaste pour soumettre ces données à l'analyse, embrasserait dans la même formule les mouvements des plus grands corps de l'univers, et ceux du plus léger atome. Rien ne serait incertain pour elle, et l'avenir comme le passé serait présent à ses yeux. Cette expérience de pensée nous pousse à réfléchir à la réelle limite de l'univers. Existe-t-il un être capable d'outrepasser toutes les règles préexistantes? Eh bien dans Adventure Time, celui qui correspond le mieux à cette description, c'est Jake. Il aurait juste un potentiel infini. Déjà de par sa nature élastique, il peut s'étirer afin de grandir, rétrécir ou encore devenir plus fort. Mais ça ne s'arrête pas là, on a même vu que sa queue prend vie le soir quand il dort, ou encore qu'une civilisation entière a pris vie à l'intérieur de lui. Il recouvrira avec son corps l'énorme cratère de la planète. Il ne faut pas oublier que Jake est spécial, car il est le seul mortel à s'être lié d'amitié avec Prismo, et il est le seul qu'il mettra en garde avant de faire un vœu. De plus, c'est Jake qui prend la place du dormeur pour ramener Prismo à la vie. Pour l'instant, on voit que Jake n'est finalement pas qu'un simple chien élastique, mais si seulement ça s'arrêtait là. Son véritable pouvoir va bien plus loin que ça. Il semble que son imagination et son esprit sont directement capables d'altérer la réalité. Lorsqu'il imaginera un sol de lave dans sa maison, ses pensées se manifesteront réellement au point de brûler Finn. Les deux amis ont d'ailleurs eu beaucoup de mal à arrêter l'esprit imaginatif de Jake. Il semble d'ailleurs qu'il peut altérer sa propre vision de lui. Déjà, lorsqu'il se met en colère, il prend une forme monstrueuse. Il y a également la fois où il était persuadé d'être le torboyau, et qu'il finira lui-même par en devenir un. Lorsqu'il atteindra sa limite élastique, grâce à l'encouragement de ses amis, il s'est persuadé qu'il pouvait s'étirer encore plus, et il a réussi à se dépasser. Enfin, le détail le plus troublant, c'est qu'il retrouvera sa forme originelle à cause de PLS. Il sera en mesure de reprendre sa forme de chien, et pour cela, il aura juste fallu qu'il soit en paix avec lui-même. Ainsi, il a pu altérer la réalité et changer son apparence. Jake est ce qui correspond au mieux à ce qu'on appelle le démon de la place. On ne parle pas ici d'un être démoniaque, mais bien de démon, qui est une entité intermédiaire entre le divin et le monde des humains. Jake serait l'être suprême d'Adventure Time, celui qui est ami avec des divinités, celui pour lequel le roi de Mars sacrifiera son immortalité, ou encore celui qui, à sa mort, aura sa place parmi les plus grands au 50e monde éternel. Adventure Time était une aventure formidable et a su procurer des émotions fortes. La richesse de son univers, la complexité de ses personnages, les morales transmises aux spectateurs, la maturité de l'œuvre ainsi que son scénario imprévisible et prenant. Au travers de cette analyse, on peut encore mieux comprendre les émotions humaines ainsi que le fonctionnement du monde dans lequel vous vivez. Et peu importe le personnage, chacun peut s'identifier et plonger dans l'univers. Alors, il est vrai que la tournure du scénario était plus que surprenante et qu'on est bien loin de l'image d'un simple dessin animé pour enfants. Le concept est poussé à son paroxysme et on s'est vite retrouvé avec une œuvre qui dépassait les attentes de base. Nous naissons et mourons seuls. Nous ne choisissons pas notre famille, mais la vie nous offre parfois de belles rencontres. Ces personnes sur votre chemin aujourd'hui forgeront le vous de demain. Une famille n'est pas acquise à la naissance, mais se construit lentement toute notre vie. Car après tout, un foyer, une maison, n'est pas un lieu, mais bel et bien des personnes sur qui vous pouvez compter. Finalement, quelle est la morale d'Adventure Time? Eh bien, je vous dirais que peu importe qui vous êtes, vous pouvez être heureux. Qu'avec de la volonté, on peut déplacer des montagnes, que les rêves peuvent être réalisés, et que la vie est avant tout une grande aventure durant laquelle on doit s'amuser.
On va où maintenant? Ne bougez pas, c'est pas encore la fin de la vidéo. On en profite de cette entracte pour pouvoir vous donner quelques informations, que ce soit sur la vidéo ou sur la chaîne en règle générale. Et également apporter quelques remerciements. En premier lieu, vous remerciez vous, les viewers qui regardez nos vidéos depuis maintenant quelques mois. Et c'est à présent notre 3e vidéo. Merci à vous de nous suivre et de regarder nos vidéos maintenant depuis quelques mois. Comme vous l'avez vu, on est une chaîne nouvelle et on espère continuer ainsi, vous proposer du contenu de plus en plus qualitatif. Donc on tient vraiment à remercier la marque. Donc merci à Honkai Star Rail de nous avoir sponsorisé sur cette vidéo, de nous avoir fait confiance, parce que du coup c'est un gros projet, c'était beaucoup de travail. Donc là c'est 3 mois de montage pour la vidéo. Donc on espère que ça vous a plu. Et n'oubliez pas de télécharger le jeu. Le lien est dans la description et le code promo aussi, comme ça vous pourrez avancer un petit peu plus vite. Petit aparté aussi, dans la dernière vidéo on avait dit qu'on annoncerait peut-être un gagnant pour, vous savez, le petit jeu qu'on avait fait. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur Gumball, je vous invite à aller la voir. Donc du coup le petit jeu c'était de trouver les easter eggs, le pseudo de la personne qui a gagné s'affiche. Et félicitations à elle. Même si elle n'a pas tout trouvé, elle a trouvé la grande majorité. On tient également à remercier toute l'équipe qui nous a soutenus et aidés pendant ce projet. Donc on est une petite équipe, il faut le savoir, on n'est pas très nombreux. C'est eux qui nous aident à réaliser les courts-métrages comme vous pouvez le voir, en plus de la partie iceberg que vous regardez dans la vidéo. Donc on est tous une bande de potes et on essaie de faire au mieux, je dirais, pour vous apporter du contenu de plus en plus qualitatif. On tient également à remercier notre compositeur, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, le lien est dans la description. Et on tient également à profiter de cet entracte pour vous expliquer que par rapport aux prochaines vidéos, sachez que nous on prend la qualité à la quantité. Ne soyez pas étonnés si vous ne voyez pas de vidéo pendant plus d'1 mois, voire 2 mois. C'est tout simplement parce qu'on est en train d'en préparer une et que généralement ce sera une grosse vidéo. Sachez qu'à chaque fois sur cette chaîne, ce sera de grosses vidéos qui vous attendent. Donc on espère que ces prochaines vidéos vous plairont également tout autant que celle-ci vous a plu. Et n'hésitez pas également à aller voir nos 2 dernières vidéos qu'on a également postées, celle sur Gravity Falls et sur Gumball. Si vous êtes resté jusque là, c'est que vraiment ça vous a potentiellement bien plu et peut-être que vous souhaitez aller un petit peu plus loin dans le projet. Donc là on a un Discord donc dans lequel on partage des news, des exclusivités, on vous annonce les icebergs en avance. Et on a aussi fait des petits trucs sympas du genre des stickers personnalisés en fonction de chaque iceberg. Vous avez les visuels, peut-être quelques photos de tournage, etc. Et vous pouvez aussi discuter entre vous, donc théoriser sur notre lore à nous et théoriser aussi sur les icebergs et en discuter, quoi. Donc sur ce, je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, ça nous aide énormément. C'est une fin de vidéo, c'était Icepop.